Allez, bonjour à tous. Cette semaine, je m'adresse aux enseignants et tous ceux pour qui la pédagogie est importante. Et vous allez voir, à la fin de cette vidéo, vous allez vraiment pouvoir comprendre comment utiliser l'IA de la bonne manière dans votre pédagogie avec les étudiants que vous accompagnez. Mon objectif vraiment, c'est d'essayer de vous montrer une nouvelle manière de faire. Parce qu'il y a, je dirais, plusieurs catégories d'enseignants. Il y a ceux qui sont hyper décomplexés avec l'IA et puis ceux qui, quelque part, s'accrochent. Et vous êtes nombreux à vous accrocher et peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous en avez marre de vous accrocher, vous en avez marre d'avoir des étudiants qui, pour vous, trichent quand ils utilisent l'IA. Mais vous allez voir que dans beaucoup de cas, c'est un peu de votre faute. Allez, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tout décortiquer sur comment ça marche aujourd'hui, de voir quels sont tous les niveaux d'utilisation de l'IA et puis ce qui est OK pour vous, ce qui est cool pour vous et puis comment vous avez envie d'évoluer. Parce que l'objectif surtout, c'est que ce soit clair. Donc, le premier niveau, c'est ceux qui veulent interdire. Et donc là, vous voyez, c'est pas dingue. Vous avez envie de l'interdire, mais il faut pas rêver. C'est pas parce que vous dites non, c'est que ça va se passer comme ça. Ils vont trouver toujours un moyen pour détourner tout ça. Voilà. Et donc, là, vous avez aucune chance de gagner. Parce que en plus, aujourd'hui, on a des outils qui permettent quelque part de détecter l'IA, mais franchement, c'est pas très fiable. Et puis, on a aussi d'autres outils qui permettent de passer tous ces détecteurs. Donc, parfois, vous allez avoir un travail qui a été complètement fait avec l'IA, mais si la personne, elle est un peu maligne, vous aurez quelque chose qui est carrément indétectable. Et c'est très important ce côté un peu malin. Donc, si vous avez choisi d'interdire, c'est que quelque part, vous pourriez mettre 0 à quelqu'un qui a juste utilisé l'IA, par exemple, pour une correction orthographique, parce que lui, ça passe pas dans le détecteur, et pourtant, il a fait beaucoup de travail. Et puis, un autre qui a pas fait grand-chose, mais qui a su utiliser l'IA de manière vraiment optimisé pour pas se faire griller, qui lui va passer le détecteur. Et c'est là que c'est assez intéressant. Et c'est vrai que au tout début, j'entendais vraiment beaucoup d'histoires d'étudiants qui avaient pris en intégralité l'énoncé du prof, qu'il avait mis dans l'IA, qui avait copié-collé le résultat. Et je suis sûr que ça vous est déjà aussi arrivé à vous. Donc, on va essayer vraiment d'aller outrepasser ça. Le deuxième niveau, c'est le niveau tolérance, où vous avez décidé de tolérer, mais ça donne un petit flou anxiogène parce que y a tout le monde qui se suspecte. Le niveau 3, c'est le niveau où vous allez encadrer. Donc, on va autoriser certains usages et on va évaluer autre chose que le produit final. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, surtout qu'aujourd'hui, on est dans ce côté entre-deux où on hésite encore. Est-ce qu'on continue à apprendre aux gens comme dans le passé? Est-ce qu'on est complètement décomplexé et on y va à 100%? Je pense que ce niveau 3, où vous allez avoir quelque chose qui est encadré, par moment on fait, par moment on ne fait pas. Je pense que ça peut être la bonne balance. Et puis le niveau 4, là, c'est le vrai saut, où on y va à fond. Et il y a de grandes chances que demain, de toute façon, on soit au niveau 4. Puisque jamais un outil aura autant révolutionné la manière d'apprendre. Et moi, ce qui est assez dingue, ça fait maintenant 4 ans que je me suis mis à fond à l'IA. Et je pense que j'ai jamais autant appris de ma vie. Une des premières choses, c'est qu'au lieu de résoudre des problèmes, j'ai appris à poser des questions difficiles. Voilà déjà une première piste. C'est au lieu de donner un problème à vos étudiants en attendant une résolution de leur part, vous allez plutôt essayer de voir comment est-ce qu'ils vont poser ce problème, comment est-ce qu'ils vont même poser la question à l'IA. Et quand on va assez loin dans le côté prompt, vous allez voir que ça demande beaucoup de culture pour savoir poser un bon prompt. Il va falloir bien l'ordonner. Enfin bref, disons qu'il y a plein de choses à apprendre qui peuvent être aussi super sympas. Donc, le cœur de la méthode, on va commencer comme ça. Vous allez essayer de poser ce que vous voulez vraiment. Et puis, on va essayer aussi de voir ce que l'IA fait trop facilement. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour vos étudiants? Vous voulez argumenter avec des preuves, résoudre un problème en justifiant, analyser un document, écrire avec une intention, programmer en testant, etc. Donc ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez que vos étudiants apprennent. Et puis, essayez de mettre ça face à ce que l'IA fait trop facilement. Donc, tout ce qui est texte, tout ce qui est résumé, tout ce qui est plan, réponse générique, c'est hyper facile.
Et à l'étape C, une fois que vous aurez posé ces 2 premières étapes, vous n'aurez plus qu'à redesigner la tâche. Donc, qu'est-ce que vous avez envie que les étudiants fassent? Comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser l'IA justement pour atteindre votre objectif d'apprentissage sans passer par ce que l'IA fait trop facilement? Voilà. Ensuite, deuxième chose, c'est que c'est le brouillon qui va devenir l'œuvre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je travaille maintenant énormément sur les questions que je pose à l'IA. Et je peux avoir des questions, donc on appelle ça un prompt, qui peuvent faire 10, 15, 20, 25, 30 pages, 35 pages. J'ai certains prompts, sans rire, qui font 35 pages. Alors, j'ai pas écrit les 35 pages, mais j'ai posé cette question vraiment à un niveau assez dingue. Et c'est ça qui va être super intéressant, c'est qu'on n'imagine pas qu'on puisse poser des questions aussi complètes, aussi fournies, et ça demande vraiment beaucoup de réflexion. Donc la première chose, par exemple, l'évaluation de la critique, vous pouvez demander à vos élèves de générer un texte avec l'IA sur un sujet donné. Donc le devoir, c'est pas le texte, mais la critique du texte. Donc avec quelque part l'élève qui va devoir annoter la production de l'IA, vérifier ses sources, repérer ses biais. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Sinon, il y a le carnet de bord où l'élève il va devoir documenter ses choix. Comment est-ce qu'il a fait? Quel prompt il a utilisé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris la première réponse de l'IA? Comment est-ce qu'il a fait pour vérifier? Voilà, donc ça c'est quelque chose qui fonctionne aussi. Et puis finalement, ce côté oral et ce côté direct, je suis sûr que vous le mettez déjà très en place dans vos classes. Et au niveau du rendu, c'est l'oral qui va devenir roi, puisque l'avantage de l'oral, c'est que vous allez pouvoir vérifier la bonne compréhension du document par vos étudiants. Donc, on va avoir quelque part cette IA un petit peu copilote déjà dans les devoirs à faire à la maison, mais l'IA aussi, ça peut être un copilote pour l'apprentissage à vos côtés, quelque part. Donc, vous pouvez très bien demander à vos élèves qu'ils utilisent l'IA un petit peu comme un prof à la maison. Donc, il va pouvoir créer des exercices. Donc, agis comme un examinateur et pose-moi des questions, une par une, sur la Révolution française, par exemple, pour tester mes connaissances sans me donner les réponses. Vous voyez, ça, c'est un prompt tout simple qui va permettre vraiment d'avoir ce côté question-réponse avec l'IA. Donc, l'IA, c'est un petit peu comme un prof à domicile. Ou ce côté brainstorming. Donc, comme ça, on n'a plus le problème de la page blanche. Par exemple, on a une dissertation à faire et puis l'IA, elle va générer 10 idées de plans, d'angles d'attaque, etc., etc. Et puis derrière, on va devoir faire toute cette justification pour voir qu'est-ce qu'est le meilleur angle. Et donc, vous allez pouvoir leur demander qu'ils fassent tout un écrit sur pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça plutôt que ça parmi les 10 idées qui ont été générées. Ensuite, au niveau de la classe, vous pouvez avoir ce côté inversé. Ça veut dire que, au lieu d'avoir de la transmission de savoir en classe de manière classique, théorique, vous pouvez demander qu'il le fasse justement avec l'IA, par exemple sur la Révolution française. Je pense que c'est un très bon exemple. On peut très bien demander beaucoup de choses à l'IA pour avoir tout plein d'histoires annexes sur la Révolution française. Et puis, quelque part, on va avoir ce côté laboratoire en classe. On va avoir beaucoup de discussions en classe. Voilà. Et l'objectif, c'est ça, c'est d'être dans l'intelligence collective, puisqu'on va pouvoir poser tous ces ateliers collaboratifs. Et donc, avec tous ces résultats qu'on a pu trouver à la maison, on va essayer de recréer, par exemple, toute l'histoire de la Révolution française. Et puis, vous pouvez prendre des axes qui sont beaucoup moins classiques, qu'on va beaucoup moins retrouver dans les livres scolaires, comme par exemple, qui étaient les plus grands héros de la Révolution, qu'est-ce qui aurait pu faire capoter la Révolution, etc., etc. Et donc, c'est des angles qui sont assez différents et vous allez pouvoir provoquer des débats même en classe et ça va donner vraiment quelque chose d'assez différent. Et même vous, je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses et c'est vos étudiants qui pourront vous apprendre plein de choses. Donc là, je vous donne aussi des exemples concrets. Donc là, c'est avant l'IA. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait? Donc, pour lundi, faites une dissertation de 2 pages sur les causes de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, en tant qu'étudiant, je m'embête pas. Si vous leur posez un exercice comme ça, ils vont prendre votre énoncé, le mettre dans ChatGPT. Merci, au revoir. Et donc, qu'est-ce que ça donnerait
fait maintenant avec l'IA. Donc phase 1 à la maison. Donc utilisez l'IA de votre choix pour générer une dissertation sur les causes de la Première Guerre mondiale. Imprimez le résultat. Et déjà, vous allez les attirer, ok, parce que aujourd'hui, on a ce côté un petit peu élève contre prof, alors que si vous faites partie de ceux qui adoptent cette technologie, les étudiants vont être assez contents parce que d'un coup, leur cours devient hyper intéressant, hyper moderne. Moi, j'ai vraiment testé beaucoup toutes ces techniques parce que j'aime beaucoup donner des formations et ça marche bien sûr que ça fait pétiller les yeux des gens que vous formez parce que d'un coup, ils sont dans la technologie et c'est ça que tout le monde est en train d'attendre aujourd'hui. Et peu importe que vous soyez en primaire, collège, lycée, université, ça marche à tous les coups. Donc deuxième phase, c'est de prendre 3 surligneurs et en vert, on va essayer de mettre ce qui est factuellement exact, en rouge ce qui est flou, faux ou sans source et en jaune ce qui manque cruellement d'analyse humaine ou de nuance. Voilà, donc là comme ça on va quelque part venir juger le travail de l'IA. Et puis la troisième phase, donc qui va se passer cette fois en classe, donc les 2 premières c'était devoir à faire à la maison. En petits groupes, donc les élèves ils vont venir comparer les textes générés et leurs annotations et ils vont devoir produire ensemble sur papier un plan détaillé d'une dissertation potentiellement meilleure que celle de l'IA en justifiant leur choix. Donc l'enseignant passe de groupe en groupe pour challenger leur réflexion. Donc voilà, quelque chose qui marche hyper bien. Donc première phase, on demande à l'IA de faire quelque chose. Deuxième phase, on va venir évaluer le travail de l'IA. Tout ça à la maison. Et puis troisième phase, tous ensemble, on va essayer de générer une version meilleure, donc générée avec nos cerveaux bien humains en classe. Et donc là, vous allez pouvoir les encadrer puisque ça peut être un devoir sur table avec feuille, stylo. Et donc là, on a utilisé l'IA de la meilleure manière possible. Donc c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que quelque part c'est hyper intéressant pour vous aussi parce que vous êtes libéré de ce côté théorique classique parce qu'avec l'IA on va vraiment pouvoir faire ça hyper facilement et donc l'objectif c'est plus d'être dans cette évaluation des réponses mais on va essayer de poser des questions difficiles, de douter, de faire de travailler sur des brouillons. Quelque part il y a ce côté making of qui va devenir plus important que le résultat final. Donc comment est-ce qu'on a fait ça? Comment est-ce qu'on a réfléchi? Comment est-ce qu'on s'est remis en question? Parce que il faut aussi garder en tête, et je finirai sur ça, que les IA, elles ont beaucoup de biais. Je peux prendre par exemple l'IA de Elon Musk, donc qui s'appelle Grok, si vous la connaissez pas. Donc Elon Musk a trouvé que Grok était trop woke. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez catastrophique, parce qu'une personne peut désaligner, peut provoquer lui-même des biais sur l'IA, parce que l'IA, ça va dépendre de avec quelles données elle a été entraînée. Ça veut dire que si on explique à une IA que Hitler c'était un mec super, l'IA pourrait dire que Hitler c'était un mec super. Voilà, donc c'est quand même assez catastrophique en termes de biais si on n'est pas au courant de ça. Donc je pense que justement c'est là qu'on a une vraie carte à jouer au niveau des enseignants. C'est d'apprendre aux gens à pas croire complètement ce que dit l'IA, parce qu'il y a aussi donc plein de biais, plein d'hallucinations. Donc rassurez-vous, il y a vraiment des méthodes. Donc là, je vous en ai décrit. Donc à vous d'aller inventer les autres. Si vous êtes enseignant et que vous utilisez l'IA, d'ailleurs, ça me dirait bien que vous m'en parliez en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt pour? Est-ce que vous êtes plutôt contre? Quel genre d'atelier vous avez fait avec vos étudiants? Franchement, je vais tout lire. Ça va être trop cool. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris plein de choses. Je compte sur vous pour justement intégrer donc toutes ces techniques de la meilleure manière possible dans vos classes. J'espère que ça vous aura vraiment aidé. Quant à moi, je m'appelle Patrick Beller, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on crée des sites web, des applications mobiles, on fait des campagnes marketing, du branding et comme vous en doutez, je fais aussi plein de conférences sur l'IA, des formations sur l'IA. D'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre école ou votre entreprise, c'est possible. Vous avez toutes mes coordonnées en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.